Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous et à toutes, Histoire en série se met en mode campus. On va vous diffuser régulièrement des travaux d'étudiants et d'étudiantes qui vont analyser, montrer, étudier comment ils voient les séries. On commence cette série d'émissions avec les étudiants de Sciences Po Paris, campus de Reims, sous l'égide de Johan Chanoir, qui ont travaillé sur des séries. Bonne écoute à tous. Bonjour. Dans le cadre d'un atelier artistique mené sur le campus de Sciences Po Paris à Reims avec des étudiants et des étudiantes, on s'est intéressé à la manière dont les séries utilisaient l'histoire. Est-ce un prétexte ou est-ce un contexte ? Je laisse la parole à mes étudiantes et mes étudiants que je remercie beaucoup pour leur engagement et leur investissement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je me présente, je m'appelle Pauline Richet, je viens de finir ma deuxième année sur le campus de Reims de Sciences Po Paris et je réalise ce podcast dans le cadre de mon atelier artistique sur les séries télévisées. Aujourd'hui, nous allons parler de la série Gossip Girl. Et oui, les teen series, comme on les appelle, ont bien plus à nous apporter que ce que l'on pense. Afin de clarifier ce terme d'entrée, les teen series sont définies par les chercheuses Adrienne Boutan et Célia Sauvage comme des séries dont soit le contenu est focalisé sur une représentation de l'adolescence, soit dont le destinataire est composé d'un public adolescent. Ainsi, les teen series représentent aujourd'hui une part conséquente du marché des séries et au-delà de leur intérêt économique, elles présentent des enjeux politiques et sociologiques forts. En effet, les teen series sont de grands vecteurs d'influence sur les jeunes encore en construction personnelle et en quête de modèles dans les images qu'ils consomment au quotidien. À travers l'omniprésence de personnages masculins toxiques, ces séries normalisent par exemple des comportements violents et idéalisent des relations malsaines en les glamourisant. Elles participent donc à la construction de schémas dysfonctionnels chez les adolescents qui s'identifient, se comparent et finissent par adopter une volonté de mimétisme, créant de nouveaux modèles de relations extrêmement toxiques. Par toxique, j'entends ici des relations où ont lieu des violences physiques, émotionnelles et psychologiques. La première partie de ce podcast sera donc consacrée à l'analyse des relations malsaines dans Gossip Girl, que ce soit des relations amoureuses, sexuelles, amicales, familiales ou même des relations à soi-même. La plupart des personnages nourrissant une relation très violente avec eux-mêmes. Puis ce podcast analysera comment Gossip Girl normalise des schémas émotionnels dysfonctionnels et est, au-delà d'une série politique, une série d'influence. Enfin, afin d'approfondir le concept de série d'influence, la dernière partie de ce podcast analysera comment Gossip Girl transmet une vision déformée de la ville de New York, bien que la série ait été filmée à même les rues. Le programme étant bien chargé, nous allons donc commencer dès maintenant. La première partie de ce podcast va ainsi être dédiée à l'omniprésence des relations toxiques dans Gossip Girl. Mais avant tout, présentons un peu la série. Gossip Girl est une série télévisée américaine découpée en 6 saisons, développée par Josh Schwartz et Stephanie Savage et diffusée entre 2007 et 2012 sur le réseau The CW. Elle relate le quotidien des étudiants ultra privilégiés de l'Upper East Side de Manhattan à New York à travers le blog de Gossip Girl. En effet, les jeunes envoient des potins les uns sur les autres à Gossip Girl qui dévoilent leur vie, souvent basée sur des rumeurs, au grand jour. Le concept même de la série est donc initialement malsain et l'on voit vite que la vie de l'Upper East Side est remplie de fausses apparences et d'hypocrisie. De plus, le mode de vie bercé par l'ultra-richesse, les limousines, le champagne et les galas quotidiens glamourise des personnages individuellement toxiques ainsi que leurs relations qui le sont encore plus. Le spectateur insiste ainsi à l'omniprésence des relations toxiques dans la série et les normalise. Ce motif de relations destructrices et abusives est si fréquent qu'on appelle cela un trope. Les tropes sont des figures de style récurrentes utilisées à outrance par les scénaristes. Nous allons évoquer quelques exemples de ces relations afin de mieux comprendre l'ampleur du phénomène.
Attention, petit message de prévention, cette partie évoquera des sujets tels que la dépression, les troubles du comportement alimentaire et les violences sexistes et sexuelles. Commençons tout d'abord par les relations amoureuses, puisque le couple de Chuck et Blair est sans aucun doute un incontournable de la toxicité au cinéma. En effet, de nombreuses critiques félicitent ironiquement les scénaristes d'avoir réussi le plus gros gaslighting, c'est-à-dire détournement cognitif, de l'histoire de la télé US. Car avant d'être le gentleman au cœur tout mou, sous ses airs de gros dur qui fait chavirer toutes les jeunes téléspectatrices, Chuck Bass, joué par Ed Westwick, n'est autre qu'un agresseur sexuel extrêmement pervers. Dans le premier épisode de la série, il tente ainsi de violer Serena van der Woodsen, jouée par Blake Lively, dans les cuisines de son hôtel, et toujours dans la saison 1, il agresse sexuellement Jenny Humphrey alors qu'elle n'a que 14 ans. Ces ultra-privilèges font qu'il s'en tire naturellement sans aucun encombre et que le sujet est passé sous silence par les scénaristes tout au long de la série. Son caractère problématique ne s'arrête pas là, puisqu'à cela s'ajoute quelque chose qui lui aurait valu un procès dans un système judiciaire non défaillant, donc pas celui de Gossip Girl. En effet, il décide d'échanger Blair Waldorf, l'amour de sa vie joué par Leighton Meester, contre son empire immobilier, tout cela pour récupérer son hôtel que son oncle lui a saisi. De même, Chuck laisse son père s'écraser du haut d'un immeuble et se marie immédiatement après avec Blair, la seule témoin de la scène pour qu'elle ne puisse pas témoigner contre lui. Blair n'est clairement pas un ange non plus. En effet, elle est le personnage féminin ultra toxique par excellence, la Queen Bee, la reine de l'Upper East Side, qui dicte d'une main de fer les codes vestimentaires et sociaux et décide du statut social de chacun. On n'oublie d'ailleurs pas sa passion pour le chantage, la revanche et les complots, comme le montre bien Dan Humphrey, joué par Penn Badgley, avec sa phrase quand il dit « Tape revanche sur Google et tu trouveras www.blairwaldorf.com ». En somme, Chuck et Blair sont deux personnages individuellement très toxiques, et ensemble, c'est encore pire. Chuck échange Blair contre un hôtel, il se marie pour que Blair ne puisse pas témoigner du crime de Chuck, elle lui fait sans cesse du chantage et ne se remet pas avec lui s'il ne lui dit pas je t'aime, ou encore ils ont un jeu malsain dans lequel Chuck doit séduire des mannequins qu'ils choisissent ensemble au préalable pour que Blair arrive et hurle sur la fille en l'humiliant. Enfin, Chuck, au-delà d'être fou amoureux, est alcoolique et violent. Il ne se passe pas une heure sans qu'il boive un whisky, et par exemple il y a une scène dans l'épisode 20 de la saison 4 où Blair va chez Chuck pour lui annoncer qu'elle va marier Louis, le prince de Monaco, et à ce moment-là Chuck devient fou et fracasse littéralement une vitre avec son poing. Les relations sexuelles représentées dans Gossip Girl sont également extrêmement toxiques et de mauvais modèles pour les jeunes. Prenons par exemple le cas de Chuck et Jenny. Dans la première saison, Chuck essaye de la violer alors qu'elle n'a que 14 ans, puis quelques saisons après, lorsqu'elle a 17 ans, il lui prend sa virginité alors qu'elle est ivre et qu'elle se réfugie chez lui car elle s'est faite exclure de chez elle, qu'elle est sans famille, sans amis et en dépression. La scène n'est pas explicitement une agression, mais la notion de consentement peut tout de même être questionnée car quand Jenny arrive chez Chuck, il lui ordonne immédiatement de boire en lui disant que si elle veut rester, elle doit faire comme lui. De même, Nate entretient de nombreuses relations toxiques avec des femmes plus âgées, dont une avec la duchesse Catherine Beaton dans la saison 2. Alors qu'il n'a que 17 ans, la duchesse le paye pour entretenir leur liaison afin que Nate puisse rembourser sa dette familiale. De plus, il est entièrement prisonnier d'elle puisque Catherine connaît le lieu où est caché le père de Nate, et si ce dernier décide de mettre un terme à leur relation, elle dénoncera son père au FBI. Il y a donc là clairement un rapport de force et de domination financière entre un adolescent mineur et une femme mariée, et c'est loin d'en être le seul exemple. Dès lors, ces relations amoureuses et sexuelles malsaines contribuent à biaiser nos attentes sentimentales, et bien qu'elles soient éminemment toxiques, elles sont tout de même érigées en modèle relationnel ultime. Les personnages particulièrement toxiques sont glamourisés et fantasmés, ils peuplent la série mais également l'entièreté de notre pop culture, renforçant une vision de l'amour désastreuse et excusant les relations les plus dangereuses. Le personnage de Chuck est particulièrement clé dans la culture du viol, puisque nombreuses sont les adolescentes qui rêvent d'un Chuck Bass en normalisant ces agressions sexuelles impunies. Une figure clé dans l'analyse d'un tel phénomène est la sociologue Barbara Dupont, qui est une spécialiste du genre et une spécialiste des séries, et dont les travaux croisés mettent en lumière le danger de normaliser et d'assimiler de tels comportements. Toutefois, les relations toxiques de Gossip Girl ne sont pas seulement amoureuses et sexuelles. Ainsi, il est indispensable d'évoquer les championnes en titre de l'amitié toxique, Blair et Serena. Elles ont toujours été en compétition, une base pour le moins dangereuse pour n'importe quelle amitié et qui n'a pas été aidée par la trahison de Serena avant même le début de la série.
En effet, la série s'ouvre sur le retour de Serena, qui est partie 1 an plus tôt sans même dire au revoir, juste après avoir eu une liaison avec Nate, qui était alors le petit ami de Blair. Dès lors, leur relation ne sera plus jamais la même, et les deux jeunes femmes se font sans cesse de terribles coups bas. Si Serena séduit Nate alors qu'il est avec Blair, Blair, quelques saisons plus tard, se met en couple avec Dan, qui est l'ex de Serena et dont elle est toujours follement amoureuse. De plus, la mère de Blair n'a Dieu que pour Serena, qui fait tout pour voler la place de Blair aux yeux de sa mère. Elles se battent sans cesse pour prouver que l'une est meilleure que l'autre, elles se dénigrent et se rabaissent et ne souhaitent jamais la réussite de l'autre. Par exemple, Serena fait tout pour empêcher Blair de rentrer à Yale, son université de rêve, et tente d'y aller à sa place alors que cela ne l'intéresse même pas. Elles en viennent même aux mains à de multiples reprises et on les voit se battre, se pousser dans des fontaines et dans des gâteaux et se hurler dessus. Finalement, c'est à la fois drôle et inquiétant de voir comment cette relation de frenemies, amis-ennemis, est idéalisée et de voir comment les adolescentes fantasment sur ce duo de meilleures amies blondes et brunes que tout rassemble mais que tout sépare également. Le duo iconique de Blair et Serena est finalement l'écho d'une génération qui a grandi et qui s'est forgée avec ce type de représentation où l'amitié a souvent été vue comme un fardeau avec complications et compétition à la clé. Les modèles familiaux de Gossip Girl sont également extrêmement malsains. Par exemple, Blair essaye sans cesse de prouver sa valeur aux yeux de sa mère, qui la rabaisse et la critique, notamment sur son physique. De même, les liens de la famille Van der Woodsen ne sont basés que sur des apparences, puisque Lily, la mère, est obsédée par la préservation de l'image de famille parfaite, quitte à payer des gens pour leur silence et à envoyer des innocents en prison afin de taire les secrets de famille. Enfin, la palme d'or de la famille toxique revient à la famille Bass. En effet, leur immense richesse et empire immobilier est une constante source de tension entre Chuck, son père Bart et son oncle Jack. Toute sa vie, Bart Bass accuse Chuck d'avoir tué sa mère à la naissance et il ne voit en lui que le coupable de la mort de sa femme lors de l'accouchement. Il lui fait subir une culpabilité énorme, lui répète sans cesse qu'il n'est pas un homme, qu'il est faible car il a des sentiments et qu'il fait passer l'amour avant le business. Bart Bass est ainsi un exemple glaçant de masculinité toxique. Il tente même de tuer son propre fils et menace, voire emprisonne, les amis de Chuck. L'oncle de Chuck, Jack, lui fait également constamment des crasses pour reprendre le contrôle de l'entreprise et se réjouit des échecs de son neveu. Finalement, l'omniprésence de ces relations toxiques, combinée à l'hypocrisie d'un monde ultra privilégié, conduit les personnages à développer des relations très toxiques avec eux-mêmes. Par exemple, Blair est atteinte de boulimie, et bien que sa maladie soit beaucoup plus développée dans les livres, de nombreuses références à son passé et des scènes de Thanksgiving révèlent son mal-être. Sa mère étant la créatrice de la maison de luxe Waldorf Designs, Blair est sans cesse confrontée aux standards du mannequinat et de la mode de luxe qui nourrissent sa relation malsaine à la nourriture. Par ailleurs, on apprend dès le premier épisode que si Serena revient dans l'Upper East Side, c'est pour venir voir son petit frère Eric, qui est interné suite à une tentative de suicide. Cependant, afin de camoufler les scandales, cette tentative est sans cesse normalisée par sa famille et évoquée comme un simple accident. Ainsi, bien au-delà de son côté superficiel et puéril, Gossip Girl a une réelle portée politique et sociologique en érigeant de nouveaux modèles relationnels et émotionnels et en normalisant des comportements dangereux. La deuxième partie de ce podcast va maintenant analyser comment Gossip Girl représente un vecteur de normalisation de schémas émotionnels dysfonctionnels et pourquoi on peut même parler au-delà d'une série politique, d'une série d'influence. Tout d'abord, l'influence sur les adolescents opère avant tout grâce à des procédés d'identification et d'attachement qui favorisent la volonté de mimétisme. Ces procédés sont des caractéristiques typiques des teen series et Gossip Girl n'y fait pas exception. Ainsi, bien que les personnages évoluent dans un cadre et mènent un train de vie à 1000 lieues du quotidien du spectateur, ce dernier s'attache aux protagonistes. Premièrement, les héros de Gossip Girl sont avant tout des adolescents qui deviennent au fil des saisons de jeunes adultes. En effet, la série commence lorsqu'ils sont en première et qu'ils fêtent leurs 17 ans. Ils ont ainsi presque le même âge que le public, ce qui favorise l'identification. Puis, bien que leur quotidien soit loin de toute réalité, ils vivent des histoires typiques des années lycée et ressentent des sentiments partagés par le spectateur. Rivalité avec ses parents, dispute avec ses amis, première rupture, examen scolaire, etc. Ils semblent ainsi mener une vie lambda dans un cadre de vie ultra privilégié. Cependant, afin de rendre cet environnement plus accessible aux spectateurs, la récurrence de certains lieux est clé. Les couloirs du lycée puis de l'université,
la chambre de Blair et le loft des Humphreys à Brooklyn sont autant de lieux familiers pour le spectateur. Par ailleurs, certains personnages, notamment Dan, Jenny et Vanessa, sont pour le public des personnages attachants puisqu'ils sont des outsiders de la hiérarchie sociale. Ils occupent la position de misfits et tentent de s'intégrer à un monde et à une bande d'amis qui n'est pas la leur. Ils se sentent constamment en décalage, ce qui leur confère un aspect touchant auquel il est pour le spectateur facile de s'identifier. D'ailleurs, c'est cet aspect touchant qui banalise les comportements toxiques de Dan. Spoiler alerte, tout le monde compatit et comprend qu'il a créé et tenu le site de Gossip Girl qui a détruit la vie de sa famille et de ses amis juste pour intégrer l'Upper East Side. Même Blair adopte ce côté misfit lorsqu'elle arrive à NYU, ce qui justifie son comportement exécrable. On retrouve également dans Gossip Girl des schémas narratifs typiques des teen series, qui rendent la série plus familière malgré son ultra richesse. Le bal de promo, la remise des diplômes, l'arrivée à l'université, les disputes avec les parents ou encore la perte d'identité. Serena par exemple cherche constamment à se découvrir et décide même de ne pas aller à l'université pour trouver sa passion. Par ailleurs, certains procédés cinématographiques permettent d'intégrer le spectateur à l'histoire afin d'accentuer davantage son attachement au personnage. Ainsi, la voix off de Gossip Girl, celle de Kristen Bell, joue une importance cruciale dans la série. Elle incarne littéralement Gossip Girl et narre l'entièreté des 6 saisons en commentant la vie de chaque personnage. Des gros plans et des ralentis permettent également de révéler les caractéristiques de chaque personnage, comme les détails de leur tenue. En effet, la mode joue un rôle clé dans Gossip Girl, et des détails comme le serre-tête de Blair ou l'écharpe à carreaux de Chuck les rendent d'autant plus identifiables. De plus, Gossip Girl participe grandement au développement de fantasmes sociaux, comme le montre la multitude de fanfictions et l'engouement générationnel pour la série. Le couple de Chuck et Blair, par exemple, s'est imposé comme un véritable modèle pour les ados et les jeunes adultes de la fin des années 2000. Plusieurs caractéristiques favorisent cette vision fantasmée. Tout d'abord, le choix des acteurs est essentiel, puisque plus les acteurs sont séduisants, plus la toxicité de la relation semble banalisée. On peut ici penser à d'innombrables autres relations de teen series, telles que Nate et Maddie dans Euphoria ou Elena et Damon dans The Vampire Diaries. En effet, Gossip Girl met en place une réelle esthétique sexy et plaisante qui renforce l'attrait de l'audience. Au-delà du seul physique des acteurs, on peut parler d'hypersexualisation des couples dans le but d'attirer et de faire vibrer. Ces relations malsaines, abusives et parfois violentes sont ainsi perçues comme passionnelles et érotisées et créent un modèle de romance difficile, conflictuel mais passionné vers lequel les adolescentes tendent. Dans Mythologie des séries télé, Jean-Pierre Eskenazi écrit que « Nous décidons de regarder un programme parce qu'il satisfait une attente culturelle, c'est-à-dire un désir de donner sens aux représentations qui organisent notre vie. Les spectateurs de Gossip Girl donnent ainsi sens aux représentations émotionnelles de leur vie à travers les modèles malsains et dysfonctionnels de la série. » Ainsi, des procédés cinématographiques sont mis au service de la toxicité, en créant des personnages attachants, des misfits, qui évoluent dans un environnement familier pour le spectateur et dont les arcs narratifs sont semblables à ceux du public adolescent. Gossip Girl est un vecteur de normalisation de mauvais schémas. Puisque le spectateur jeune s'identifie directement aux personnages sans prendre de distance, il les considère comme des modèles, développe des fantasmes sociaux et normalise leurs relations malsaines. Gossip Girl a donc un réel rôle d'influence sur les attentes émotionnelles des spectateurs, comme on peut le voir avec l'omniprésence de messages tels que « Donnez-moi mon Chuck Bass » ou « Un couple comme Chuck et Blair ou rien » sur les réseaux sociaux. Cependant, l'influence de la série ne s'arrête pas à normaliser des comportements toxiques, puisqu'elle normalise également une vision déformée de la ville de New York. Enfin, la dernière partie de ce podcast va approfondir le concept de série d'influence en montrant que Gossip Girl influe également l'image que le spectateur se fait de la ville de New York. Car en effet, à travers une représentation déformée de la ville, la série glamourise certains quartiers et en dénigre d'autres, jouant ainsi un rôle sociologique et géographique important. Tout d'abord, il est essentiel de souligner la place prépondérante de la ville de New York dans Gossip Girl, qui peut même être considérée comme un personnage de la série à part entière. En effet, loin des tournages studio de Friends ou de How I Met Your Mother, Gossip Girl est tourné directement dans les rues de New York, rappelant souvent la série Sex and the City. Une multitude de réels lieux new-yorkais sont ainsi emblématiques de la série. La série s'ouvre sur l'arrivée de Serena au terminal de Grand Central, Blair habite sur la 5e avenue, le musée de la ville de New York sert à faire le lycée de Constance and St. Jude's, les filles au lycée s'assoient sur les marches du musée du Met,
elles font leur shopping directement à la boutique Henry Bendel, Blair et Chuck se marient devant la fontaine Bethesda dans Central Park, et tous finissent par aller à l'université de Columbia. De même, les personnages de la série habitent dans de réels hôtels new-yorkais tels que le Plaza, l'hôtel Empire ou encore le New York Palace Hotel. Face à un tournage à même les rues, on pourrait s'attendre à une représentation assez fidèle de New York, mais c'est en fait une version extrêmement glamourisée de la ville qui nous est montrée. En effet, seul l'Upper East Side est représenté positivement, et encore, il est toujours embelli. Certains lieux sont privatisés, l'éclairage est valorisant, et l'on ne montre que le côté luxuriant du quartier. Concernant les autres quartiers de New York, ces derniers sont en permanence méprisés, voire ghettoisés. Brooklyn, par exemple, est dépeint par Blair comme un quartier invivable, peuplé de gens si sales et incivilisés qu'ils ne méritent pas son respect. Les personnages se moquent sans cesse du métro, étant même choqués qu'une telle grossièreté puisse exister, et étendent même leur mépris aux universités. En effet, seule Columbia est considérée comme une université fréquentable, et Blair qualifie les étudiants de NYU de grossiers et mal élevés. Ainsi, au-delà d'avilir tout autre quartier que l'Upper East Side, Gossip Girl s'en prend même à des populations entières, projetant sur elle un filtre dégoûté et méprisant. De plus, les personnages sont fiers d'être new-yorkais pour des raisons superficielles, telles que les galas, les boutiques et les hôtels. Ils sont également loin de représenter la diversité de la population new-yorkaise, étant tous blancs, riches et de bonne famille, à l'exception de Vanessa, qui vient de Brooklyn et qui est détestée de tous. Bien que le spectateur sache que cette représentation loin de la réalité est à la limite de la caricature, il vit par procuration ce quotidien luxueux et finit par s'y habituer au bout de 6 saisons, commençant même à croire que Brooklyn est largement paupérisée, alors que même la famille Humphrey, moquée pour ses moyens jugés faibles, vit dans un loft à plusieurs millions de dollars dans un quartier extrêmement gentrifié de Brooklyn. Gossip Girl normalise et popularise ainsi une vision extrêmement déformée de New York, glamourisant le Upper East Side et avilissant les autres quartiers, tout en balayant d'un revers de manche tout souci de représentativité de la population. Cette vision a ainsi un impact politique, sociologique et géographique fort. Ainsi, Gossip Girl est une série bien trop souvent réduite à de simples stéréotypes, puisqu'elle est perçue comme une série exclusivement féminine, puérile et adolescente, avec un contenu simplé et peu intellectualisant. S'il est vrai que la série ne réalise pas de prouesses cinématographiques en termes d'effets spéciaux ou de scénario, elle présente cependant un réel intérêt politique et sociologique. En effet, Gossip Girl normalise énormément de comportements toxiques en toute impunité à travers l'omniprésence des relations malsaines, qu'elles soient sexuelles, amoureuses, amicales, familiales ou avec soi-même. À travers des procédés d'identification aux protagonistes propres aux teen series, tels que le misfit, l'environnement familier ou des procédés cinématographiques tels que la voix off, la série crée un réel attachement aux personnages. Le spectateur développe alors de réels fantasmes sociaux et Gossip Girl, en étant un vecteur de normalisation de schémas relationnels dysfonctionnels, adopte une portée politique qui en fait une série d'influences. Elle influence ainsi les comportements et les attentes des adolescents dans leurs relations, mais également leur vision de New York. En effet, Gossip Girl transmet une vision extrêmement déformée et glamourisée de la ville, avilissant les quartiers et les populations extérieures à l'Upper East Side. Ainsi, la série a souvent été critiquée et qualifiée de scandaleuse, d'irresponsable, de sexiste, d'anti-pauvre, voire de raciste, consistant en terrible exemple pour les jeunes qui l'érigent en modèle. Ainsi, nous pouvons nous questionner en ouverture sur le reboot de Gossip Girl. En effet, une première saison de 12 épisodes est diffusée depuis 2021 sur HBO Max, et bien que le reboot soit présenté comme la suite directe de la série, on n'y retrouve aucun des acteurs principaux, et seulement certains acteurs secondaires revenus jouer le temps d'un épisode. Il serait ainsi intéressant de voir comment le reboot a appréhendé les enjeux de la série initiale, à savoir le besoin d'une meilleure représentation de New York et de sa diversité, et le besoin de modèles relationnels plus sains et moins abusifs. N'ayant pas encore vu le reboot, je termine ce podcast sur ces quelques questions. J'espère que cette analyse de Gossip Girl vous a plu, et je vous dis à bientôt.
Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel not just to clean. Such a beautiful planet populated by a stranger.